Enron. C'est la plus grosse faillite de l'histoire aux États-Unis. Les investisseurs y ont perdu 60 milliards de dollars américains. Une enquête a ensuite démontré que les hauts dirigeants de la compagnie avaient fraudé le système. Le Congrès a par la suite adopté une loi plus sévère sur les règles de gouvernance des entreprises. Et depuis, on assiste à une série de procès criminels contre des hauts dirigeants aux États-Unis. À New York, 2 anciens dirigeants de la compagnie Tyco sont condamnés à des peines de prison de 8 et 25 ans. Ils devront en plus rembourser 134 millions de dollars et payer des amendes de 105 millions. Les 2 hommes ont été reconnus coupables d'avoir manipulé la valeur de l'action et de s'être accordés des primes injustifiées de 150 millions de dollars. Au Canada, il y a eu l'affaire Breex en 1997, une fausse mine d'or dans laquelle les investisseurs ont perdu 6 milliards de dollars. 9 ans plus tard, personne n'est encore allé en prison. Plus récemment, il y a eu la dégringolade boursière de Nortel, qui était en l'an 2000 la plus importante entreprise canadienne. Imaginez 400 milliards de dollars évaporés, c'est 4 fois Enron. Pourtant, ici, pas d'enquête publique, pas de loi, pas de procès. L'action de Nortel est toujours l'une des plus négociées à la bourse de Toronto. Vous l'avez peut-être remarqué, les journaux sont remplis depuis quelques mois de nouveaux scandales financiers. Norbourg, Northshield, Montreal, Hollinger. C'en est au point où on se demande si le Canada ne serait pas devenu une république de bananes, surtout depuis que Conrad Black est accusé aux États-Unis pour une fraude qui se serait produite au Canada. Je me rappelle, il y a à peine 5 ans, l'action de Nortel valait plus de 120 $. Et puis les courtiers disaient « continuez à en acheter ». Ça va monter à 180 $ dans l'année. Et puis ça, c'est ce que ça valait 2 ans plus tard. Même pas de quoi s'acheter un billet d'autobus. L'histoire de Nortel a commencé ici, à Montréal, en 1880, avec la création de Bell Téléphone. Puis de sa filiale Norton Electric pour fabriquer ses équipements. D'abord les téléphones, bien sûr, mais aussi l'équipement des centrales téléphoniques. Norton Electric a aussi manufacturé des radios et des téléviseurs. L'année des Olympiques, en 1976, la compagnie change de nom. Northern Telecom possède à ce moment-là 25 usines au Canada avec plus de 20 000 employés et des ventes qui dépassent le milliard de dollars. Arrivent les années 90. Les télécopieurs, l'Internet, la téléphonie sans fil, l'explosion du numérique. Et c'est l'embouteillage sur les réseaux téléphoniques, comme pour le réseau routier en pleine heure de pointe. La solution se trouve sous terre. Pour les individus, c'est le métro. Pour le transport de données, c'est la fibre optique. The pace of innovation today is moving at a speed we've never seen before. Nortel Networks, c'est le nouveau nom de la compagnie à compter de 1999, développe la technologie la plus rapide, 10 gigabits, 10 milliards d'unités d'information par seconde. What's going to hit us in the next little while is this e-commerce wave. And we've termed it here a Class 5 hurricane because you only see a few of those every century. And we really do view it as a storm because if you're not prepared for it, you're going to get blown away. Nortel accapare plus de la moitié du marché mondial des réseaux optiques et devient la plus grosse compagnie canadienne. Les investisseurs adorent. L'appétit était sans limite et on achetait parce que ça montait, puis plus ça montait, plus on en achetait. À son apogée en juillet 2000, Nortel représente à elle seule 37 % de la valeur de toutes les entreprises inscrites à la Bourse de Toronto, un record de tous les temps. Dans ces laboratoires, on réalise la moitié des travaux de recherche et de développement de toute l'économie canadienne.
Cette année-là, en décembre 2000, le magazine Time accorde au président de Nortel, John Roth, le titre de patron de l'année. Sauf que John Roth vend massivement ses actions. En une seule journée, le 9 août 2000, il réalise un profit de 54 millions de dollars en convertissant des options d'achat qui ne lui avaient rien coûté. Mais ça, la plupart des investisseurs l'ignorent. Le commun des mortels avait pris la décision d'acheter lui-même des actions de Nortel parce que son oncle, son voisin ou son cousin ou son frère en avait acheté puis avait bien fait. Alors il s'est dit, ben, pourquoi pas moi? Le chauffeur de taxi, lui, voyait Nortel comme un bon placement pour sa retraite. Mais le chauffeur de taxi ou d'autobus qui a acheté des actions de M. Roth ce jour-là va le regretter. Un an plus tard, en août 2001, il aura perdu 90% de son investissement. L'année suivante, il ne lui reste même pas 1%. John Roth, lui, a pris sa retraite en 2001, après 4 années à la tête de la compagnie, avec un magot de 130 millions et une rente annuelle de 600 000 $. Bienvenue au stade de l'Université Concordia pour la présentation de la finale collégiale 3A. Après la pause, comment la foule des investisseurs a été amenée à croire à l'invincibilité de Nortel? C'est une compagnie viable, c'est une compagnie qui a au-delà de 100 ans. Puis d'après son histoire, c'est que ce que je vois, je peux m'y fier. Bonsoir, un billet pour la partie ce soir. Qu'il le sache ou non, chaque Canadien avait investi dans Nortel, soit individuellement, soit par le biais de fonds communs, caisses de retraite ou assurances. C'était après tout la plus importante entreprise canadienne. Au fond, le placement, c'est un peu comme le sport. Quand on prend la peine de dépenser son argent, on prend généralement pour son équipe. On va aller voir qui gagne ce soir. Voici maintenant les alignements partants pour la finale collégiale 3A du 30e Bol d'Or étudiant. Comme des partisans d'une équipe de football championne, beaucoup d'investisseurs amateurs se sont laissés porter par l'enthousiasme général. Il y avait de quoi, la bourse canadienne était la plus performante au monde. Ce soir, les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal affrontent les Cheetahs du Collège Vanier pour obtenir le Bol d'Or qu'ils ont déjà remporté à 4 reprises. On pourrait comparer les Spartiates à Nortel, la compagnie préférée des investisseurs à la fin des années 90. Les meneuses de claques sont comme les analystes financiers qui s'étaient pris d'engouement pour le capitaine de Nortel, John Roth. Les médias admiratifs ont retransmis et amplifié le phénomène. Même les arbitres, qui personnifient les autorités chargées de faire respecter les règlements dans le domaine des valeurs mobilières, n'ont pas vu le coup arriver. Comme des centaines de milliers d'investisseurs, Marie Rousseau s'était laissée éblouir par le jeu. C'est une compagnie viable, c'est une compagnie qui a au-delà de 100 ans. Puis d'après son histoire, c'est que ce que je vois, je peux m'y fier. Il faut admettre que l'équipe Nortel était spectaculaire. Elle a défoncé la concurrence en décrochant contrat après contrat. Et elle se lance dans une course aux acquisitions. En 30 mois, elle achète 18 entreprises majeures. Il y en a pour 45 milliards de dollars. Vous aviez cette grande compagnie canadienne qui voulait refaire le monde. Et enfin, des Canadiens qui se mettaient à gagner ailleurs qu'au hockey, et les médias ont embarqué là-dedans. Toutes ces dépenses pèsent très lourd sur les résultats financiers de Nortel. Nous, on s'opposait à ça. Beaucoup des achats qu'ils ont faits pour des milliards, ces compagnies-là, aujourd'hui, ne valent rien. Ils n'ont rien eu pour ces compagnies-là. Ils ont payé des milliards pour des compagnies qui avaient 20 employés. Ça n'a aucun bon sens.
La solution, prendre le contrôle du tableau d'affichage. À partir de 1999, la compagnie présente ses résultats selon sa propre méthode. On ne met plus de l'avant les profits et pertes selon les pratiques comptables généralement reconnues, mais on utilise un nouveau concept, le bénéfice net lié à l'exploitation. Tout à coup, les gens se sont mis à jubiler parce que la bourse canadienne battait le Dow Jones, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Le problème, c'est que ces bénéfices nets n'ont rien de net pour l'investisseur, car pour y arriver, on a commodément exclu les obstacles embarrassants. Le coût des acquisitions, les intérêts, l'amortissement, la dépréciation et les taxes. Bref, toutes des dépenses liées au rythme fou de la croissance par acquisition. Résultat, sous les gros titres accrocheurs, il faut voir ce qui se cache en petits caractères dans les rapports financiers. Le bénéfice net d'1,4 milliard est en fait une perte nette de 903 millions. Au moment où ça s'est transigé à 90 $, n'est-ce pas? On m'a demandé combien ça vaut. Stephen Jaroslavsky est un des observateurs les plus avisés du monde du placement. Il gère un fonds de 60 milliards de dollars. Il a vu incrédule l'action de Nortel qui continuait à monter. Jusqu'à un sommet de 124,50 $ en juillet 2000. Cette année-là, la compagnie a affiché des résultats records. Le bénéfice d'exploitation net dépasse les 3 milliards de dollars. Mais en y regardant de plus près, Nortel a en fait perdu 5 milliards selon les pratiques comptables généralement reconnues. Il n'y a pas de doute, c'était vraiment une année record. On m'a demandé combien ça vaut. Et moi, je dis ça vaut 5 $, pas plus. J'avais tort. Ça ne valait pas ça du tout, parce qu'il n'y avait pas de profit dans cette période. C'était des profits fabriqués par les manipulations comptables, n'est-ce pas, mais entérinés aussi par le conseil de Nortel. En fait, pour les années 1998, 99 et 2000, Nortel a déclaré des bénéfices nets de 7,5 milliards, alors que selon les principes comptables généralement reconnus, elle a subi des pertes de 6 milliards. L'écart entre la perception et la réalité est considérable. Ce n'était pas de l'information qui était fausse, elle était réelle. Mais en même temps, est-ce qu'elle servait bien à aider l'investisseur moyen à prendre une décision éclairée? Étonnant, mais celle qui pose la question était alors membre du conseil d'administration de Nortel. Elle l'a quitté en juin 2005. Guylaine Saucier, ancienne présidente du Conseil de Radio-Canada, mais aussi de l'Institut canadien des comptables agréés, reconnaît que souvent, les rapports d'entreprise entretiennent la confusion. À un certain moment, il faut que je relise des documents quelques fois avant de comprendre. Je pense que notre préoccupation, comme membre de conseil, doit être de s'assurer que l'information est compréhensible par l'investisseur moyen et qu'elle l'aide à prendre une décision éclairée. Marie Rousseau, elle, se considère comme un investisseur éclairé. C'est une passion qui l'occupe à temps plein. Et pourtant, dans le cas de Nortel, elle n'a vu que du feu. Moi, je le croyais, ça, je le crois. Quand il dit que c'est des profits, je dis que c'est des profits. Ouais, mais croyez-vous qu'il faisait des profits? Aviez-vous l'impression qu'il faisait des profits, vous, en 98, 99, 2000? Mais s'il disait, oui. Ouais. Je crois ce qu'il disait. Mais vous savez qu'ils n'ont pas fait, dans le fond. Selon les règles généralement admises, ils ne faisaient pas de profit pendant cette période-là. Non, ça, je ne le sais pas. Et elle n'est pas la seule. Michel Girard est un des journalistes économiques les plus réputés au Québec. Lui aussi s'était laissé éblouir par les méthodes comptables de Nortel. Tout le monde s'est fait avoir. Tu sais, Nortel, quand une action part de 124 piastres à son sommet pour se ramasser à 67 cents là, en octobre 2002, là, à quelque part, il y a quelqu'un qui a manqué son travail de surveillance. Tu sais. Même le journal des affaires à Toronto, le Globe and Mail, s'est laissé prendre et parlait de profits en hausse à Nortel. Eux-mêmes se mélangeaient entre revenus d'opération et profits. Oui, mais ça,
Je veux dire, on ne peut pas nous contrôler l'information que la presse utilise. Elle est là, elle est disponible. Ils sont tombés dans le panneau. Bien, je pense qu'on s'est tous, écoutez, je pense qu'on s'est tous laissés porter par l'enthousiasme du marché pour le secteur en général. L'enthousiasme dans le sport comme dans les affaires, ça s'entretient. Fin 2000, lorsque John Rutt s'apprête à se retirer, un grand magazine international de relationnistes accorde à Nortel le titre de la meilleure équipe de relations publiques au monde. Après la pause, pourquoi les analystes et les courtiers se sont emballés pour Nortel? Nous vivions, nous, gestionnaires et analystes, dans une espèce de capsule. Et la part du gain, il est là. Puis, à un moment donné, ça a dépassé les limites. C'est la mi-temps, l'occasion pour les meneuses de claques de réchauffer la foule, surtout lorsque le temps se refroidit. Le milieu de l'investissement, c'est vraiment comme ici, là, les cheerleaders, les analystes, là, ils ont des actions à vendre. Christian Godin était un analyste étoile chez Merrill Lynch, le plus important courtier au monde, lorsque Nortel était à son apogée. Aujourd'hui gestionnaire de fonds, il jette un regard sévère sur le monde des analystes. Si moi, comme analyste, je me mets à critiquer le président, directeur général de Nortel sur sa stratégie corporative, ma société, mes partenaires ne peuvent pas aller voir ces clients-là et leur présenter des projets. Actuellement, il y a un peu plus d'1 milliard de billets de banque en circulation au Canada. 1 milliard, c'est presque le nombre d'actions que Nortel imprimait chaque année sous le règne de John Rutt. À son départ, il y en avait 3 milliards. Mais ce n'est pas tout. À l'été 2000, John Rutt annonce qu'il projette encore la plus importante émission d'actions de l'histoire canadienne pour toute la division optique. Chaque maison de courtage veut obtenir la plus grosse part possible du pactole et a donc intérêt à parler favorablement de Nortel. Les analystes sont devenus des meneuses de claques et les médias ont suivi. Michael Palmer est un des très rares analystes indépendants au Canada. C'est sa compagnie, Veritas, qui a la première sonné l'alarme sur les finances de Nortel à l'été 2000. Ce n'est pas un hasard. Les analystes rattachés aux grandes maisons de courtage savent compter. Le dilemme de notre métier, c'est que si vous donnez des conseils sur quoi acheter ou vendre, on vous paie 1 ou 2 sous l'action. Si vous participez à l'émission de nouvelles actions, vous faites 50 fois plus. C'est donc beaucoup plus payant de vendre des actions que des conseils. Comment s'étonner alors que lorsque le titre de Nortel dépassait les 120 $, la grande majorité des principaux analystes canadiens le recommandaient toujours à leurs clients? Je pense que les analystes se sont laissés prendre. Ils ont oublié qu'on les paye pour lire les rapports annuels et non les manchettes des journaux. Et les médias se sont laissés emporter dans ce tourbillon. Il aurait fallu retourner à la base et se dire, hey, il n'y a pas d'argent là-dedans. Et ces revenus-là, ce n'est pas des vrais revenus. Moi, j'appelle ça le show business. On a embarqué, puis bon, voilà. Pierre Bernard est gestionnaire de fonds et un critique acerbe de l'industrie du placement. Nous vivions, nous, gestionnaires et analystes, dans une espèce de capsule où on était partis en orbite. 5 ans après la débâcle de Nortel, ils n'arrivent toujours pas à pardonner aux acteurs de l'industrie ce qu'ils ont fait aux actionnaires. Mais la part du gain, il est là. Puis, à un moment donné, ça a dépassé les limites. La bourse de Toronto a chuté dramatiquement. Elle a perdu 8 % de sa valeur dans la journée. C'est la deuxième baisse la plus importante de son histoire. Tous les titres ont été entraînés dans la dégringolade de l'entreprise vedette de la bourse, Nortel, qui a perdu 75 milliards en valeur. Fin octobre 2000, la valeur en bourse de Nortel perd en une seule semaine 120 milliards de dollars. Mais les analystes font mine de garder le sourire.
Même si l'action de Nortel est tombée à 62 $, les maisons de courtage attachées pour la plupart aux grandes banques canadiennes prévoient que dans un an, sa valeur va grosso modo doubler. « 12 mois plus tard, l'action vaudra en fait à peine un peu plus de 9 $. Pour Michael Palmer, les analystes se sont déshonorés pendant cette période. Votre salaire dépendait de votre complaisance envers les intérêts corporatifs de votre employeur, c'est sûr. Pour moi, c'est une forme de prostitution. À l'époque, une étude de la Bourse de Toronto révèle qu'avant de publier leurs recommandations aux investisseurs, 98% des analystes les soumettent à la compagnie étudiée pour obtenir ses commentaires. Curieusement, plus de 95% des recommandations sont positives. Effectivement, chacun travaille pour aller chercher une part de ce profit d'entreprise, car on s'entend bien, la mission de nos entreprises, en premier lieu, en tout cas on parle du caractère boursier, là, est un objectif de profitabilité. L'objectif côté éthique sociale et tout ça vient en second lieu, même si on le voit souvent pour mieux dorer la pilule. On s'étonnera ensuite que l'ardeur des investisseurs se soit refroidie. Oui. Pas chaud. Non. Parce que le chocolat chaud, ça va faire du bien. Oui, ça va faire du bien. C'est 1,50 $. C'est 2 actions de Nortel en 2002, à peu près. Oui, à peu près ça. 2 chocolats chauds, s'il vous plaît. Comme bien d'autres, Marie Rousseau demeure amère de son expérience avec Nortel. Surtout de ne pas avoir réagi aux premiers signes de doute. Je ne pensais pas qu'une compagnie peut profiter puis grandir, avoir une histoire de 100 ans sans être un peu loyal ou honnête à quelque part. Il n'y a pas que les investisseurs qui ont perdu gros dans Nortel. Il y a aussi 60 000 employés, les 2 tiers des travailleurs de Nortel qui ont perdu leur emploi, comme ça, en l'espace de 2 ans. C'était sur une équipe étoile. Absolument, une équipe étoile gagnante, avec les salaires qui reflétaient le fait que tu gagnais. Alain Gauthier avait travaillé 13 ans chez Nortel. Maintenant, je suis cuisinier dans une garderie. J'ai décidé de suivre mon rêve, qui était de cuisiner. Lui qui dirigeait une équipe de développement de logiciels de réseau optique a vu sa vie chavirer. Ses valeurs aussi. Mon travail était incroyablement virtuel, puis tu voyais très rarement le fruit de tes efforts. Oui. Fini les gigabits, il fabrique maintenant des barres granola. Un choix personnel, un métier concret qu'il aime, mais qui lui rapporte moins du quart de ses revenus à Nortel. J'ai un ami qui travaille avec moi, puis qui avait tout mis dans Nortel, puis il a perdu presque 1 million, puis maintenant, il faut qu'il continue à travailler jusqu'à 70. Des histoires comme ça, t'en entends. Les dernières années à Nortel ont été difficiles. Le démantèlement des équipes, les usines qui ferment. Certains avaient trouvé un surnom à la compagnie, North Hell, l'enfer du Nord. Le football, comme le placement, ne se joue pas seulement sur le terrain public. La stratégie se planifie loin des regards indiscrets, au conseil d'administration ou ici, dans la chambre des joueurs. Maintenant là, tu vas savoir c'est quoi le gagner maintenant. OK? Il te reste 30 minutes. Perds pas le focus. C'est ça le but. C'est pas le nombre de jeux qu'on fait. C'est le nombre de points qu'on fait. En 2001, chez Nortel, c'est la stratégie du désespoir. La bulle Internet a implosé. L'équipe Nortel a congédié la moitié de ses joueurs au moment où le capitaine John Rutt cède sa place. C'est son directeur financier, Frank Dunn, l'inventeur de la comptabilité créative, qui est désigné. Après tous les problèmes qu'ils ont eus chez Nortel avec les chiffres, voulez-vous me dire pourquoi ils ont pris le responsable des finances pour en faire le grand patron? Qui a pris cette décision? Que faisait le conseil d'administration pendant ces réunions? Non seulement le conseil d'administration de Nortel confie l'entreprise à Frank Dunn, il offre à plusieurs hauts dirigeants de l'entreprise une coupe en or, des millions d'options d'achat
avec la promesse de les transformer en millions de dollars en primes si la compagnie retrouve le chemin de la rentabilité. Une stratégie risquée, reconnaît Guylaine Saucier. Je pense que ce qu'il faut être prudent, c'est la façon dont les systèmes de rémunération sont bâtis, de façon à ne pas inciter, donner des idées de manipuler les résultats. Et s'il reçoit trop d'options, comme 1 million d'options, c'est bien sûr chaque fois que l'action monte de 1 $, pour lui, ça représente 1 million. Alors, ça, c'est dangereux. Donc, ça amène à des dérives. C'est une incitation au crime. Absolument, absolument. C'est une incitation au crime. C'est pourtant le risque auquel Nortel s'est exposé en incitant la direction à obtenir des résultats à court terme à tout prix. Et le prix a été très élevé pour les investisseurs. En 2 ans, plus de 375 milliards de dollars en capitalisation boursière ont disparu. Après la pause, pourquoi les organismes de surveillance n'ont rien vu et n'ont rien fait? Ils font croire qu'ils nous protègent. C'est la pire erreur. Tu as 13 équipes qui essayent de surveiller les marchés. Il y a bien du monde qui se pile sur les pieds. Ils ne nous protègent pas. Après une telle catastrophe pour les actionnaires de Nortel, on se serait attendu à une réaction de la part des organismes de surveillance des marchés. Pourtant, rien n'a été fait, à tel point qu'une deuxième crise est venue à nouveau frapper la compagnie. Fin 2001, l'équipe Nortel vient de se donner un nouveau capitaine, Frank Dunn, l'inventeur de la comptabilité bien spéciale de la compagnie. Il change encore de méthode comptable, cette fois-ci pour cacher les milliards perdus dans des acquisitions qui n'ont rien donné. Maintenant, on parle de bénéfice net pro forma. Ça permet de déclarer une perte de 7 milliards de dollars pour l'année 2001, nettement mieux que les 35 milliards de pertes selon les principes comptables généralement reconnus. Le titre de Nortel continue de s'effondrer. Il va tomber sous les 70 cents en octobre 2002. Et puis voilà que la chance recommence à sourire à Nortel en 2003. L'annonce de quelques contrats importants et c'est le retour au profit. Frank Dunn a raison de se réjouir des premiers véritables profits de Nortel en 6 ans. Non seulement la valeur de l'action rebondit, mais les dirigeants de la compagnie ont droit à leur récompense, des primes d'une 50aine de millions de dollars. Dans le cas de Nortel, le fameux boni de retour à la profitabilité, c'était la profitabilité telle que décrit dans Nortel, dans son communiqué de presse. C'était pas selon les principes comptables que tout le monde se sert. Mais surprise, 2 mois plus tard, Frank Dunn est suspendu. Le mois suivant, congédié et plus tard poursuivi par Nortel. On le soupçonne d'avoir trafiqué les livres avec la complicité d'une poignée de hauts dirigeants de la compagnie de manière à toucher les primes. Guylaine Saucier dit être tombée des nues. Comme membre de conseil, je trouve ça décourageant aussi, si je peux me permettre. Parce que je vais vous dire que c'est un choc énorme de se rendre compte que des gens à qui on a fait confiance ne méritaient pas notre confiance. Le titre Nortel replonge, une nouvelle perte de plusieurs dizaines de milliards. Une enquête criminelle est ouverte aux États-Unis et au Canada. Les recours collectifs s'accumulent contre la compagnie et les membres du conseil d'administration de l'époque. Ils rejettent le blâme sur la direction. On s'est rendu compte, après les faits, que
nous n'avions peut-être pas des gestionnaires aussi transparents que nous l'aurions souhaité. La poursuite s'ajoute à un recours collectif de 29 milliards de dollars américains, le plus élevé des États-Unis en 2001. Le fonds de pension des enseignants de l'Ontario en est le plaignant principal. C'est pas la première fois qu'on poursuit une compagnie canadienne dans les cours américaines. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on perd notre temps. Pour moi, les règles du football, c'est aussi compliqué que celles de la finance. Alors, il faut que je me fie aux arbitres pour les faire respecter. Et on ne manque pas d'arbitres au Canada. Il y en a 13, puisque chaque province et territoire est responsable de sa réglementation sur les valeurs mobilières. En théorie, chacun surveille sa portion du jeu. Tu as 13 équipes qui essayent de surveiller les marchés. J'ai l'impression que parmi les 13 équipes, il y a bien du monde qui se pile sur les pieds, il y a bien des enquêteurs qui se pilent sur les pieds. Il y a du dédoublement. Alors, en tout cas, on n'a pas prouvé que c'était efficace. Ils font croire qu'ils nous protègent. C'est la pire erreur. Ils ne nous protègent pas. When can we shareholders expect to see your previous executives charged, brought to trial, and jailed as we've seen in the U.S.? De plus en plus, les actionnaires canadiens osent manifester leur mécontentement. Ceux de Nortel s'étaient retenus pendant 2 ans. Where were the board members when the stock went from $122 to 67 cents? These people getting paid millions of dollars. I think it's about time to get cut in their pay. La dernière assemblée générale s'est transformée en séance de défoulement contre les dirigeants. Il faut que ça arrête, c'est pas possible. Il faut qu'on les mette mal à l'aise, ces gens-là. Ce sont seulement les gens comme moi-même, les caisses de retraite, les grands investisseurs qui investissent des milliards de dollars qui peuvent vraiment amener quelque chose de nouveau. C'est pourquoi il a fondé la Coalition canadienne pour la bonne gouvernance. La cinquantaine de personnes dans cette salle gèrent des actifs de 850 milliards de dollars. La meilleure façon au Canada de voler, c'était d'être en charge d'une compagnie peut-être de 500 millions, porter un veston pour une cravate et tu peux te servir assez bien. Il y a toutes sortes de choses que quelqu'un peut faire pour, en fait, après moi, tricher les investisseurs qui sont tout à fait légales. Les chances que tu aies des pénalités un peu sévères sont très, très limitées. Il y a presque une impunité au Canada? Presque, oui. Et ça n'a pas changé malgré Nortel, malgré Breex? Rien n'a changé à date. Il y a du progrès aux États-Unis, mais il n'y a pas de progrès ici. Mais qu'en pense l'arbitre en chef québécois qui préside aussi la coalition regroupant les 13 commissions de valeurs mobilières au Canada? Les Américains, après les scandales du début des années 2000, se sont pris en main. Il faut qu'on fasse la même chose au Canada, au Québec, qu'on se prenne en main. Probablement qu'on est mûr. Moi, je pense qu'on est plus que mûr. Il faut agir, il faut y aller. Ça fait que là, on est plus sur une opération quasiment de 48 heures. L'Autorité des marchés financiers veut augmenter de 50% le nombre de ses enquêteurs cette année, mais estime que ce ne sera pas suffisant. Il serait temps que les sanctions soient à la hauteur des fautes commises. Et si la faute mérite des peines d'emprisonnement, il serait plus que temps qu'ils en aient qu'elles soient à la hauteur du problème. C'est ce qu'a voulu changer l'ancien ministre des Finances du Québec, Yves Séguin. Séguin, bonsoir. Il a tenté de revoir la loi des compagnies et de créer un fonds d'indemnisation des victimes de fraude. Ce qu'on commence à entendre dans certains grands milieux d'investissement, c'est qu'il y a des grands investisseurs qui hésitent à investir au Canada parce qu'ils voient une législation molle, une application relative de l'ensemble des choses, et puis les scandales se multiplient. Sauf que ces tentatives se sont butées à de puissantes pressions du secteur des affaires, surtout lorsqu'il a voulu resserrer les lois contre les professionnels, comptables, avocats, courtiers, qui se font complices de détournement de fonds. C'est un sujet tabou, je vous le dis. C'est tabou de parler de ça. Les milieux financiers ne veulent pas entendre parler de ça. Mais là, je pense qu'il faut regarder. Et ce n'est plus acceptable qu'on laisse aller autant de scandales sans intervenir.
Comme le football, la politique peut parfois être un sport violent. Mais Yves Séguin a été le premier surpris de ce qui peut arriver à un ministre des Finances lorsqu'il ose, comme lui, faire une déclaration publique contre les abris fiscaux dans les Antilles. Son téléphone personnel s'est mis à sonner à la maison. J'avais reçu dans l'après-midi 2 appels anonymes, disons, peu sympathiques à mon égard. Vous aviez senti une menace? Oui, Voilée ou direct? C'est pas la première fois, je vais vous dire. Qu'en est-il maintenant à Ottawa? Le député libéral Massimo Pacetti, lui-même comptable, présidait jusqu'à l'élection le comité parlementaire des finances. Selon lui, le Canada protège mal les investisseurs contre les fraudeurs. La GRC, ça relève du fédéral, ça? Ça relève au fédéral. Le crime économique, ça relève du fédéral? Ça relève au fédéral. Pourquoi ça se fait pas? C'est une bonne question. C'est quelque chose moi, comme président des finances, j'ai demandé au comité qu'on commence à voir, qu'on commence à analyser. Entre-temps, les investisseurs floués dans le crash de Nortel peuvent prendre la mesure de l'étendue de leurs pertes. Et ces centaines de milliards, ça couvrirait combien de terrains de football en billets de 100 $? Ça représente 56 millions de dollars. Imaginez maintenant 6 700 terrains de football. Après la pause, pourquoi les règles de gouvernance des entreprises au Canada sont-elles beaucoup moins contraignantes qu'aux États-Unis? C'est une commission des valeurs mobilières, comme je l'ai souvent dit, elle était dentée. Elle n'aimait pas voir les dents du requin. L'équipe gagnante célèbre sa victoire. C'est l'euphorie, comme celle qui régnait à la Bourse de Toronto à l'été 2000, lorsque l'indice avait atteint un sommet historique. N'empêche que la Bourse commence alors à se poser des questions et forme un comité sur la révision des règles du jeu qu'on appelle les règles de gouvernance. Et qui va présider ce comité? Un membre de l'équipe gagnante qui siège au Conseil de Nortel, Guylaine Saucier. Je pense que ce ne sont pas les règles qui font une bonne gouvernance, ce sont les gens. Publié au moment où éclate le scandale Enron aux États-Unis, le rapport Saucier recommande de ne pas imposer de nouvelles règles contraignantes aux entreprises canadiennes. Les lois n'ont jamais empêché les criminels d'agir. Mais ça peut les punir. Ça peut les punir. Et c'est une fonction importante. Ils vont recommencer. 5 ans plus tard, on en est toujours là. Au Canada, la bonne gouvernance est optionnelle. Rien pour faciliter le travail des arbitres. On dit, sur les comités que vous mettez en place pour vous gouverner, voici des grandes règles, des grandes pratiques que vous devriez suivre. Et si vous ne les adoptez pas, ces pratiques-là, divulguez pourquoi. C'est des suggestions. Des suggestions. Alors qu'aux États-Unis, c'est réglementé. C'est plus réglementé sur ces règles-là de gouvernance, vous avez raison. Et pourquoi on a pris cette approche-là ici? Bon, on a voulu y aller un peu plus par étapes parce que le marché canadien est différent du marché américain. La grande différence, au Canada, le contrôle de plusieurs importantes sociétés se retrouve entre les mains de quelques familles. Exemple, l'Empire Power Corporation de la famille Desmarais. Lors de la dernière assemblée de Power, les frères Desmarais ont d'ailleurs fait une sortie en règle contre l'idée qu'on impose aux entreprises canadiennes des obligations de transparence et d'indépendance des administrateurs jugées trop coûteuses. Presque donner un faux sens de sécurité à l'actionnaire en disant, bien là, puisqu'on a un système de gouvernance qui supposément marche, inquiétez-vous pas, vous n'avez plus besoin de prendre le risque. Il n'y en a pas de risque. C'est faux. Moi, dans le domaine de la gouvernance, je dis souvent, c'est comme dans le domaine de la religion. On peut tous croire en Dieu, mais aller à des églises différentes le dimanche. En attendant d'ouvrir une église, le patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le plus gros actionnaire au Canada, a ouvert une école pour les administrateurs de sociétés. Rémunération et avantages des dirigeants. C'est l'approche positive, sensibiliser aux questions d'éthique plutôt que de sanctionner. La formation des administrateurs et des dirigeants est plus importante que la réglementation, parce que la réglementation ne peut pas empêcher la collusion, ne peut pas empêcher les gens d'être croches. Tout se passe dans les valeurs d'abord et avant tout.
Depuis cette année, tous les étudiants à la maîtrise en administration des affaires au HEC de Montréal doivent suivre un cours d'éthique. C'est pas simplement du comportement, c'est aussi des valeurs. Il faut changer les lois au Canada. Il faut amener des lois qui protègent, vraiment protègent. Mais rien ne remplacera la vigilance des investisseurs. Et ici, la Coalition canadienne pour la bonne gouvernance a pesé de tout son poids. Elle revendique le mérite du ménage qui a été fait chez ceux qui dirigeaient Nortel dans sa phase euphorique. On a mis à la porte la plupart des administrateurs qui étaient en place pendant cette période. Et ça encore, c'est pas la Commission des valeurs qui a fait ça. Ce sommes nous, dans la Coalition pour la bonne gouvernance, qui ont incité là-dessus. L'an dernier, l'Autorité des marchés financiers a fait paraître cette publicité. On vous protège contre les requins. Elle n'a été publiée qu'une seule fois, car devant les pressions du milieu financier, l'organisme a décidé de la retirer. C'est une commission des valeurs mobilières, comme je l'ai souvent dit, elle était dentée. Elle n'aimait pas de voir les dents du requin. N'empêche que sur le fond, le message est toujours pertinent. On peut avoir le meilleur système policier au monde, mettre tout ce qu'on peut comme prévention. Il va toujours avoir des voleurs et des fraudeurs. Il faut que les gens soient alertes. Il faut que les gens soient... Vous savez, quand vous confiez votre épargne à quelqu'un, c'est important. Il faut prendre le temps de savoir à qui on s'adresse, faire des vérifications. Bien. Sauf que dans le cas de Nortel, les investisseurs avaient affaire à l'équipe championne de la Ligue canadienne, la plus grosse entreprise au pays, avec plus de 100 ans d'histoire. Ça n'a pas suffi à les protéger. Alors d'ici à ce que le système canadien adopte les mesures qui s'imposent, certains estiment qu'il vaut mieux changer de ligue si l'on veut investir dans une entreprise canadienne et le faire à la Bourse de New York. Il y a environ 200 compagnies qui sont listées aux États-Unis et au Canada. Et clairement, lorsqu'on achète des actions aux États-Unis, on est mieux protégé que lorsqu'on achète les mêmes actions au Canada, parce que la Commission des valeurs mobilières américaine, disons, est beaucoup plus sévère. Le football, finalement, c'est juste un jeu et quand on perd, c'est pas plus grave que ça. Mais dans le domaine des placements, c'est autre chose. Pour des millions de travailleurs, c'est leur retraite qui est en cause. Et ceux qui se sont fait prendre dans les manipulations boursières vous le diront, pour eux, il n'y en aura pas de bol d'or. Nortel a fait son ménage. Elle publie maintenant ses chiffres selon les principes comptables généralement reconnus et a presque retrouvé le chemin des profits. Ironiquement, l'action stagne sous les 4 $, à des années-lumière de ce qu'elle valait au moment où ses pertes se chiffraient dans les milliards. Pensez-vous qu'un autre Nortel est encore possible au Canada? Oui. Donc, clairement, c'est encore possible.